Bienvenue, c'est la 151e édition. Nous avons Michael Bloss et son équipe avec nous. Je m'appelle Maximiliane Fries, je suis directeur de Europe Calling et je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités. Chez Europe Calling, vous pouvez toujours poser vos questions, répondre aux questions. Nous utilisons Slido où vous pouvez également évaluer les questions et vous pouvez joindre les questions via le lien. Il y a plus de 2000 personnes qui se sont inscrites de l'Autriche, d'Allemagne, de la France et nous avons besoin de votre voix pour choisir les meilleures questions. Ce webinaire sera transmis sur YouTube et sera enregistré. Maintenant, il y aura un petit discours de nos invités. Pas de souci, Jürgen Trittin, il va encore venir parce que M. Trittin a encore une vote importante dans le Parlement allemand. Et maintenant, je donne la parole à Michael Bloss, membre du Parlement européen du groupe Les Verts. Bonjour, Michael. Bienvenue et merci beaucoup aussi de mon côté. Je me réjouis d'avoir ce webinaire avec Europe Calling. Aujourd'hui, nous avons une question importante. En Allemagne, samedi dernier, nous avons célébré la sortie du nucléaire. Moi, j'étais à Neckar-Westheim et nous avons eu une petite fête de sortie. Je crois que pour nous, en tant que Verts, c'est un moment très important. La génération avant moi, cette génération a lutté pendant 30 ou 40 ans pour cette sortie du nucléaire en Allemagne. Et maintenant, nous avons accompli cela. Il s'agit donc d'un projet de génération, mais la lutte n'est pas encore gagnée. En tant que membre du Parlement européen, je sais qu'en Allemagne, nous avons réussi la sortie, mais il y a d'autres pays où nous n'avons pas encore réussi la sortie. En Europe, nous revenons vers le débat pour le nucléaire et nous parlons aujourd'hui de ce sujet du nucléaire et il y a peut-être 3 points centraux dans ce débat et le premier point, c'était il y a 1 an, la taxonomie, donc la question de savoir qu'est-ce que c'est une source d'énergie durable? Et là, nous avons parlé du nucléaire et du gaz qui ont été classifiés comme durables et nous allons parler donc de ce label, de taxonomie, de durabilité qui a eu un dégât, à mon avis. Et la deuxième question est de savoir qu'est-ce que c'est une énergie renouvelable, une énergie durable. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de discussions. La France est un pays qui voulait vraiment avoir le nucléaire comme énergie durable ou verte et voulait avoir les mêmes subventions. Et la troisième question est de savoir qu'est-ce que c'est une industrie stratégique durable qu'il faut soutenir. Et là, c'est aussi la question, est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que nous devons investir dans le nucléaire? Donc, en Europe, cette discussion existe partout en Europe et je me réjouis donc beaucoup de cette discussion, de ce débat d'aujourd'hui. Merci, Michael. Merci pour cette petite introduction. Nous allons tout de suite continuer avec la France. Pascal Canfin, il est membre du Parlement pour le parti Renaissance en France. Il faisait partie du parti République En Marche, du parti d'Emmanuel Macron, et il est membre du Parlement européen. Il est un membre très important parce qu'il est président de la commission Envie. Peut-être que vous savez qu'à l'époque, il était un membre pour les Verts au Parlement européen. Donc, ce sera très intéressant de savoir ce que tu racontes aujourd'hui et comment tu vois le rôle du nucléaire pour la transition énergétique. Pascal, je me réjouis que tu sois là. Voilà, tu as la parole. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais effectivement essayer de partager en quelques minutes quelle est ma vision de ce qui devrait être un bon
compromis européen sur le sujet. Le premier élément, c'est de se dire que si on veut atteindre la neutralité climat, ce qui est l'objectif que nous nous sommes tous fixés, atteindre la neutralité climat en moins d'une génération, au plus tard en 2050, alors toutes les études montrent que cela veut dire fondamentalement à la fois plus de sobriété, d'efficacité, d'économie d'énergie, premier point. Deuxième point, plus d'électricité pour remplacer des énergies fossiles et d'électricité zéro carbone, puisque si elle n'est pas zéro carbone, comme le charbon, c'est certes de l'électricité, mais ça n'a évidemment aucun impact positif, vous êtes bien placé pour le savoir, sur le climat. Et donc, ce double enjeu me semble être totalement incontestable. Premier point, économie, sobriété, efficacité. Deuxième point, augmentation considérable de la production d'électricité zéro carbone. À partir de là, il n'y a que deux façons de produire de l'électricité décarbonée. La première façon, ce sont les renouvelables. La deuxième façon, c'est le nucléaire. Et je crois que le point d'équilibre, il est là. Premier point, ne pas considérer que l'énergie nucléaire est une énergie renouvelable. Tout simplement parce que c'est faux. Et Michael le rappelait à l'instant, certains, par exemple en France, peuvent être tentés de dire tout ça c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Parce que le nucléaire a des risques spécifiques et il a des déchets spécifiques, ce qui n'est évidemment pas le cas des renouvelables. Deuxième élément, à l'inverse, le nucléaire est objectivement une énergie décarbonée, ce qui n'est absolument pas le cas des énergies fossiles, mais ce qui est aussi le cas des renouvelables. Et donc, plutôt que de raisonner en deux catégories, je pense qu'il faut raisonner en trois catégories. Les renouvelables, le nucléaire et les fossiles. Et avec, à partir de là, deux enjeux. Le premier, c'est de booster au maximum les renouvelables, sur lesquels nous sommes tous d'accord. Un autre enjeu qui est de diminuer au maximum et de sortir des énergies fossiles. Et au milieu, de se dire que certains pays feront le choix d'une énergie décarbonée 100% renouvelable, d'autres pays feront le choix d'une énergie décarbonée où il y aura à la fois des renouvelables et du nucléaire. Et je pense qu'il faut sortir d'une guerre idéologique, sachant que certains pays n'auront jamais recours au nucléaire, d'autres pays auront recours au nucléaire, et je ne vois pas au nom de quoi ceux qui ont recours au nucléaire devraient pousser ceux qui ne veulent pas à l'utiliser, et inversement. Et aujourd'hui, nous avons dans les pays européens des dynamiques extrêmement différentes. La France qui relance des nouvelles technologies nucléaires, mais qui aura aussi à gérer la baisse de son parc existant. La Suède qui relance le nucléaire, la Finlande qui en ouvre un et l'Allemagne qui en sort, et l'Italie qui se pose des questions. Et donc, je pense qu'il faut laisser tout cela ouvert à partir du moment où, on se donne comme objectif numéro 1 le climat, et j'ai le sentiment qu'on partage tous cela. Objectif numéro 2, on ne mélange pas le renouvelable et les nucléaires, mais on ne mélange pas non plus le nucléaire et les énergies fossiles. Sur cette base, je pense qu'il faut désidéologiser, ce sera ma conclusion, il faut sortir de l'idéologie des deux côtés. Et je pense que, par exemple, tu as évoqué, Michael, en introduction, plusieurs points de débat. Il y en a un autre, c'est le sujet de l'hydrogène. La France ne croit pas du tout au modèle allemand de production d'hydrogène à base de renouvelables importés d'Arabie Saoudite ou de Chili. L'Allemagne ne croit pas du tout au modèle français d'hydrogène à partir de nucléaire. Peu importe, que le meilleur gagne. Si c'est le modèle allemand, c'est le modèle allemand. Si c'est le modèle français, c'est le modèle français. Et de toute façon, quand on regarde la quantité d'énergie à produire,
quantité d'électricité, à produire en plus pour atteindre nos objectifs climat dans l'industrie, dans les transports, par exemple, c'est tellement massif qu'au fond, on a besoin de toutes les solutions. Et tout ce que je viens de dire, c'est exactement ce que dit le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC dit la priorité numéro un, le potentiel majeur, ce sont les renouvelables. Deuxièmement, on a besoin d'efficacité, de sobriété, d'économie. Et trois, il y a une part significative mais minoritaire pour le nucléaire dans la décarbonation. Et je pense que ça résume le bon sens et la capacité d'avancer ensemble plutôt que de passer trop de temps à essayer de se convaincre les uns les autres, alors qu'au fond, la seule chose qu'il faut faire, c'est investir, investir, investir dans les énergies zéro carbone. Merci. Malheureusement, il n'y a pas de micro. Nach 151 Webinaren passiert OK. nichts. Après 150 webinaires, je fais encore la même erreur. Très bien, merci Pascal. On va continuer tout de suite. Pauline. Pauline, elle est activiste du climat, elle est ingénieure en chimie, si j'ai bien compris. Elle travaille pour Greenpeace. Pauline, nous sommes ravis de savoir ce que tu as à dire de la perspective d'une activiste en France. Bienvenue. Tous. Merci pour cette invitation. Alors, par rapport à la situation actuelle, nous sommes en état d'urgence climatique et la sortie du dernier rapport du GIEC il y a quelques jours nous le rappelle une énième fois. Et il s'agit de prendre, de se rendre compte, enfin de prendre en compte la réalité de la situation actuelle qui est, donc le GIEC, un des objectifs, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici à 2030. Antonio Guterres, suite à la publication du rapport du GIEC, a enjoint les leaders, les décideurs politiques et économiques des pays en voie de développement, enfin des pays développés, je veux dire, de se donner comme objectif la neutralité carbone le plus tôt possible et le plus tard en 2040 et non plus en 2050 pour augmenter notre contribution en tant que pays riche en dette climatique, dette carbone, étant donné que nous avons largement contribué au déclenchement du dérèglement climatique et nous contribuons à l'alimenter. Donc, il y a des objectifs globaux sur lesquels se mettre d'accord déjà. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de sortir des énergies fossiles et de mettre en place, de faire des choix de société qui nous permettent de décarboner le plus rapidement notre société, mais aussi de réduire drastiquement la consommation de ressources naturelles, puisque la crise climatique est liée aussi à l'effondrement de la biodiversité et au fait que nous avons des modes de vie qui sont insoutenables pour la planète. Quand on dit, donc le GIEC dit effectivement d'ici à 2030, les énergies éoliennes et solaires ont 9 fois plus de capacité, de potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que le nucléaire et pour un coût bien moindre. Et donc là, en tout cas en France, on n'est pas encore dans une dynamique de multiplication des installations d'énergie solaire et renouvelable et de sobriété, de changement de modèle de société pour arriver à réduire suffisamment nos consommations pour être sur cette trajectoire-là, puisque c'est la trajectoire qui compte, c'est l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre qui compte. C'est pas d'arriver à 2050, en 2049 et de tout couper pour en 2050 être neutre au niveau carbone. Donc,
ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un choix de société. Effectivement, ce n'est pas une guerre idéologique, c'est prendre pragmatiquement les choses et se dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc, je suis d'accord avec certaines choses qu'a dit Monsieur Canfin. Mais par contre, en fait, il ne suffit pas de dire on relance le nucléaire, parce que ça, c'est un vœu. Mais il s'agit de prendre en compte la réalité de la situation. Par exemple, en France, depuis des années, donc le nucléaire donc l'énergie, enfin 70% de la consommation d'électricité en France est produite par le nucléaire, mais c'est 17% de la consommation de notre énergie finale. Donc, quand le gouvernement oppose nucléaire à climat, ça veut dire qu'on occulte tout ce qui se passe au niveau de la consommation de pétrole, de gaz, etc. Et aujourd'hui, l'État français est condamné 2 fois pour inaction climatique et érige le modèle nucléaire comme la solution face au dérèglement climatique, alors que, vu qu'on a développé le nucléaire, la France n'a pas développé les renouvelables. La France est le seul pays européen à ne pas avoir respecté ses objectifs de développement d'installations d'énergie renouvelable ces dernières années. Et donc, la politique du en même temps, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que l'histoire nous le montre. Et en plus, aujourd'hui, il est tellement urgent de changer nos modes de vie, d'adapter tous les secteurs de la société, que chaque euro qui va être investi dans le nucléaire ne le sera pas ailleurs. Et on n'a pas les moyens de développer toutes les filières en même temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que le parc nucléaire d'EDF est en crise. L'année dernière, pendant plusieurs mois, la moitié des centrales nucléaires étaient à l'arrêt parce que nous avons un parc vieillissant. On trouve les centrales ont des fissures, présentent des problèmes de corrosion sous contrainte, et même des fissures d'usure thermique qu'on trouve par hasard dans un des réacteurs. Et le nouveau modèle de réacteur que la France veut construire, qui est le modèle EPR2, se base sur un des plus gros fiascos industriels français de ces dernières années, qui est le modèle EPR de Flamanville, en construction depuis 15 ans, avec 12 ans de retard, des coûts qui ont été multipliés par 6, et on nous dit mais on va construire sur la base de ce modèle, de ce réacteur-là que nous n'avons toujours pas démarré, des nouveaux réacteurs nucléaires et tout va bien se passer. Donc, donc, ces nouveaux réacteurs nucléaires ne verraient le jour que dans 15 à 20 ans. Donc, on est déjà en 2040. Donc, ce n'est pas du tout une solution qui est adaptée par rapport à l'urgence de la situation. Et en plus, il n'y a aucune étude qui a été faite aujourd'hui pour prouver que jusqu'à 2100, que les réacteurs ne sont résilients face aux impacts du dérèglement climatique, sachant que l'été dernier, on a déjà ralenti la puissance des centrales nucléaires parce que l'eau dans les fleuves se réchauffe, vient à manquer à cause de la sécheresse, etc. Donc, aujourd'hui, en France, on nous propose une solution qui n'est pas adaptée à l'urgence de la situation, qui fait croire qu'on prend les choses en main et que le gouvernement prend les choses en main. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le nucléaire est trop lent pour faire face à l'urgence climatique. Donc ça, c'est une chose. Et puis, quand on regarde le nucléaire dans le monde, la part du nucléaire dans le monde a diminué en 2021 parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide de construire des installations d'énergie renouvelable. Et la base aujourd'hui de ce qu'on doit faire, c'est la sobriété, c'est de consommer moins d'énergie et donc de repenser complètement nos modes de vie. Je pense que j'ai utilisé mon temps, non? Je m'arrête là. Genau, das war die Änderung des Bildschirms. Ganz herzlichen Dank, Pauline, da nochmal den Blick rein zu bekommen in aus diese Sichtweise. So, jetzt habe ich gerade irgendwie auf Englisch gedacht. Jetzt geht es weiter mit Anke Herold. Anke Herold ist Geschäftsführerin des Öko-Instituts und heute ganz viel haben wir schon IPCC gehört. Also der Weltklimarat hat unter anderem federführend für die EU die UN-Klimarahmenkonvention mitverhandelt, hat viele IPCC-Berichte auch mit als Autorin begleitet. Also wenn jemand weiß, was da drin steht und was
und das einschätzen kann, dann Anke Herold. Wir freuen uns auf Voilà. deinen kleinen Input. Anke Herold, maintenant, elle a accompagné beaucoup de projets dans le GIEC. Oui, merci beaucoup. Je dois remplacer une point de vue scientifique. Donc, il y a plusieurs graphiques. Voici, vous voyez la part de l'énergie nucléaire dans des scénarios différents d'ici 2050 qui doivent atteindre zéro émission. En orange, vous voyez IEA World Energy Outlook. Là, vous voyez que la part de l'énergie nucléaire est en baisse dans presque tous les scénarios, sauf dans le scénario de Message. Nous avons également regardé ce qui se cache derrière en tant que prestation gigawatt. Et là, il faut dire que les scénarios ne correspondent pas encore aux politiques des pays en ce qui concerne l'énergie nucléaire. Et là, il y a encore une grande lacune, donc les pays ne planifient pas autant de centrales. Si on regarde ça en comparaison du nucléaire et des énergies, là, on voit encore le scénario de IEA World Energy Outlook, donc surtout d'ici 2050. Là, on voit que la part des énergies nucléaires s'élève à 10% ou s'élèvera à 10%. Et les énergies renouvelables, 75 à 88%. Donc, pas de sortie de l'énergie nucléaire, mais pas de renaissance non plus, donc plutôt le statu quo. Quelle est la raison pour cela? Pourquoi il n'y aura pas plus d'énergie renouvelable? La raison, eh bien, les coûts. Voilà, nous avons une source de cette année, les coûts des énergies renouvelables, les coûts de l'énergie nucléaire, 3,6 fois plus cher. Voilà le montant des énergies renouvelables en comparaison des installations offshore ou des photovoltaïques. Cela va surtout avoir des influences sur les décisions ou la prise de décision. Nous avons également regardé ce qui se passe aux États-Unis. Là, il y a une loi sur la réduction de l'inflation et là, on parle de 30 milliards d'euros pour les énergies renouvelables, 128 milliards d'euros pour les batteries au moins. Donc ça, ce sont complètement d'autres chiffres et la lacune de coût entre l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, cette lacune va encore être augmentée. Et donc, la décision a déjà été prise dans quelle direction on va aller. Donc, les 30 milliards d'euros, ce sont peut-être deux réacteurs, deux installations pour un temps plus long. Voilà la tendance pour la production d'électricité dans l'Union européenne, les énergies renouvelables et le nucléaire. Le nucléaire est faiblement à la baisse et depuis 2020, la production des énergies à l'issue des énergies renouvelables est au-dessus du nucléaire. Nous l'avons déjà entendu, si on regarde les centrales qui sont construites en Europe ou dans les pays occidentaux, là, nous avons une grande durée de construction. En Finlande, on a eu besoin de 20 ans pour construire cette centrale. Et Pauline l'a déjà dit tout à l'heure, le nucléaire n'est pas assez rapide. Pauline a également déjà parlé de cela, ce que je vais dire maintenant, le fait que beaucoup de réacteurs ne fonctionnaient pas l'année dernière, l'indisponibilité des réacteurs. Donc, 119 jours par an, les réacteurs n'étaient pas disponibles en France l'année dernière. Donc là, il y a vraiment une crise des réacteurs
ou des installations qui existent maintenant. Et tout cela a également des conséquences pour les autres pays ou pour l'Europe entière. Ici, vous voyez la production d'électricité qui a diminué en comparaison de l'année avant. Et la ligne rouge, c'est le prix de l'électricité. L'année dernière, nous avons eu des prix de l'électricité élevés. Premièrement, à cause du prix du gaz, mais deuxièmement, la raison, c'était aussi parce que pas mal de réacteurs n'étaient pas disponibles en France en été. Et c'était une conséquence qui a été subie par d'autres pays en Europe. Et en France, nous voyons qu'il y a ce risque et que ce risque est transféré aux d'autres pays. Car si tous les pays sont liés, ça veut dire qu'il y aura des prix de l'électricité élevés dans tous les pays. Je voulais encore parler d'un point, c'est l'indépendance de la Russie en ce qui concerne le nucléaire. Ici, nous voyons l'importation de l'uranium. 20% de l'uranium de la Russie, 23% du Kazakhstan et 24% vient de Rosatom. Une partie vient aussi de cela de la Russie. Et il n'y a qu'une petite part qui vient des pays occidentaux. Rosatom est le seul producteur de Halleu. C'est un uranium qui est fortement enrichi et c'est important pour des SMR, pour des petits réacteurs modulaires. Nous avons une très grande dépendance en Europe parce que dans beaucoup de pays européens, nous avons des réacteurs russes qui sont complètement dépendants des éléments de la Russie. Nous parlons de 21 réacteurs et on voit par exemple en Slovaquie ou en Hongrie qu'il y a en Slovaquie 53% de la production nationale vient de ces réacteurs où les combustibles sont livrés par la Russie. Cela explique aussi le fait qu'il y avait l'interdiction pour les avions et c'était des avions qui livraient les combustibles en Hongrie ou en Slovaquie. Bien sûr qu'on peut arrêter cela et on peut aussi prendre les combustibles des autres entreprises, mais des experts pensent que cette transformation va durer 6 à 10 ans et va aussi être plus chère. Et aussi le maintien et les autres pièces sont mises à disposition par la Russie. Il faut aussi dire que dans les autres pays de l'Union L'Union européenne européenne, utilise également ceci. Et puis, une information très intéressante sur le site web de Rosatom, c'est-à-dire qu'au mois de février, c'est-à-dire ce mois-ci, Rosatom a utilisé des pièces substantielles pour les réacteurs de recherche en ce qui concerne la fourniture d'énergie et la sécurité, et que cette année, 50 conteneurs doivent encore arriver. C'est très intéressant parce que nous avons toutes les pièces électroniques qui sont mis sur les listes de sanctions et en même temps, ils sont fournis apparemment depuis la Russie vers l'Union européenne. Ça, c'est ce que je ne peux plus montrer maintenant parce que le temps s'écoule. Ce sont les différents facteurs d'émission de CO2. Si cela intéresse quelqu'un, on peut y revenir. Ça, c'est le gâteau de notre fête le week-end dernier. Merci beaucoup, Hank. J'aimerais bien que tu montres encore cette diapositive parce que nous avons encore une question de notre public en ce qui concerne les centrales nucléaires. Ça, c'est ce que Pascal a dit. Nous parlons ici de deux technologies
importante. Peut-être que tu pourrais quand même revenir à cette diapositive pour répondre à la question de Andreas von Felde, qui disait pourquoi est-ce que tout le monde dit que l'énergie nucléaire est exempte d'émissions de CO2. Peut-être que tu pourras encore une fois faire la comparaison avec les énergies renouvelables pour donner une petite idée. Oui, c'est avec grand plaisir. Oui, nous, à l'Eco-Institut, on est en train de faire une nouvelle étude. On est en plein dans les travaux, donc les résultats ne sont pas encore disponibles. Il s'agit d'une étude très étendue, très détaillée. Mais ce qu'on peut déjà dire en regardant toutes les études qui existent déjà, c'est que de nombreuses études en matière d'énergie nucléaire parle de 60 à 65 grammes de CO2 par kilowattheure. Et puis, il y a d'autres études qui sont beaucoup plus basses. On les voit ici en bas, Vattenfall, ou encore une étude de UNECE avec 5,5, Vattenfall avec 4. Les facteurs qui sont très importants ici, c'est de voir quel est le dénominateur commun, c'est-à-dire combien de kilowattheures sont reprises dans les calculs. Et là, les calculs se distinguent de façon assez remarquable, c'est-à-dire qu'en pour certaines études, on part d'une durée de vie de 60 ans pour les différents réacteurs et que sur ces 60 ans, 95% du temps, ils sont en opération euh, complète, c'est-à-dire qu'ils utilisent en effet 95% de leur capacité. Et à ce moment-là, on arrive à une somme bien plus importante de kilowattheures et ainsi à un facteur de CO2, donc d'émissions de CO2 beaucoup plus bas. D'autres études partent plutôt d'une durée de vie de 30 ans seulement pour les réacteurs, c'est-à-dire qu'ils ne tournent pas à 95%, mais à 85%. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à un ordre de grandeur de 60. Donc, ce ne sont pas les sources d'émissions de CO2, mais le nombre de kilowattheures qui sont produites à partir de ces centrales qui doivent être prises en compte. Et lorsqu'on regarde, par exemple, la durée de vie moyenne de nos centrales ou de notre parc de centrales nucléaires, qui est de plutôt 30 ans, et on n'a pas encore de centrales nucléaires qui tournent pendant 60 ans. Et lorsqu'on regarde ça, le charbon se situe à plus de 400, donc c'est beaucoup moins cher évidemment que le charbon ou encore le gaz. Les renouvelables se situent à environ 10, 20, 30, ça dépend évidemment des technologies qui sont mises en place et qui sont utilisées. Évidemment, là aussi, il y a des modifications assez rapidement. Donc, ils sont beaucoup plus bénéfiques lorsqu'on regarde le cycle de vie que les valeurs plus élevées qu'on voit ici en haut dans la diapositive. J'espère vous avoir apporté un peu plus de clarté avec cela. Est-ce que je peux résumer cela? Donc, nous avons la situation que les centrales nucléaires, vues sur toute leur durée de vie, sont moins importantes en ce qui concerne les émissions de CO2 que, par exemple, les centrales à charbon. Les études qu'on voit ici viennent le confirmer. Je vous remercie, Anke, et je voudrais maintenant encore une fois faire appel à Pascal. Pascal, toi, tu as justement abordé ce point-là, le COD, la neutralité carbone. J'aimerais bien connaître ta réaction quant à la présentation de Anke. Une question de Christian Bernan ici dans le chat. Il parle en fait du stockage définitif des déchets nucléaires et le ministère de l'Environnement allemand doit utiliser la moitié de son budget, 1 milliard par an, pour justement le démontage et le stockage. Comment est-ce que la France compte justement résoudre cette question du stockage définitif et aussi du démontage des centrales? Merci. Encore une fois,
J'ai le sentiment que le débat dans lequel vous êtes me semble un tout petit peu dépassé. Pourquoi? Parce que vous laissez penser qu'il faudrait faire soit le nucléaire, soit les renouvelables. Et tous ceux qui regardent, y compris les scénarios du GIEC qui viennent d'être montrés, la possibilité de rester sous les 1,5 degrés, de tenir nos engagements climatiques, disent tous qu'il faut faire 3 choses: massivement de l'efficacité énergétique, de la sobriété, deuxièmement, massivement des renouvelables, et troisièmement, pour sortir et tout ça pour sortir des fossiles, bien évidemment, et troisièmement, de manière minoritaire, mais non nulle, du nucléaire. Et ensuite, la fourchette dépend. Voilà. Et quand je prends tous les grands pays, toutes les grandes zones du monde émettrices, les plus émettrices de CO2, les pays les plus riches, quel que soit leur choix par ailleurs, prenons l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, dans les 3 cas, le nucléaire fait partie, si je raisonne sur la moyenne européenne comme sur la moyenne américaine et la moyenne chinoise, dans les 3 cas, le nucléaire fait partie de manière minoritaire du mix. Et j'ai le sentiment que vraiment, le débat de est-ce qu'il faut faire des renouvelables ou du nucléaire, ou est-ce qu'il faut faire du nucléaire ou des renouvelables, c'est vraiment un débat du passé. C'est un débat du passé. Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi vous restez, très honnêtement, hein, pourquoi vous restez dans ce débat du passé. Parce que même la France, et là je répondrai à Pauline, même la France, qui est un des pays au monde où la part de nucléaire est la plus importante dans l'électricité produite. Ce qui fait par ailleurs, je le dis quand même en passant, que les émissions d'un Français sont presque 2 fois inférieures aux émissions d'un Allemand. Je ferme la parenthèse. Même la France considère que la part du nucléaire va baisser. Elle va baisser. Même la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, qui est très pro-nucléaire, dit dans les 15 années qui viennent, la priorité absolue, c'est les renouvelables. Parce qu'aucune centrale nucléaire supplémentaire en France ne sera mise en service avant 2035. Même le gouvernement français le dit. Et donc, l'opposition entre les renouvelables et les nucléaires me semble vraiment dépassée. Vraiment dépassée. Et que, comme, et là je fais un tout petit peu de politique, vous me le permettez, puisque Michael Bloss est un collègue au Parlement européen, comme les Verts, j'en ai fait partie, je les connais bien, renvoient le nucléaire en dehors du champ. Résultat des courses, au lieu de passer une alliance des énergies décarbonées avec l'immense majorité des investissements qui doit aller vers les renouvelables, même la France le dit, je le rappelle, eh bien, il y a une guerre du passé qui fait qu'il y a une alliance des renouvelables contre une alliance du nucléaire qui s'associe avec les énergies fossiles. Et au fond, au lieu de garder la priorité qui est zéro fossile, le climat, on crée une guerre à l'intérieur de deux types d'énergie qui sont décarbonés. Je crois que ça a été parfaitement montré. La durée de vie des centrales en France, c'est probablement, on va aller vers les 50 ans. Certains parlent même de 60 ans. Les États-Unis parlent même chez eux de 80 ans. Je ne sais pas si ça ira jusque-là, mais ce qui est certain, c'est que les calculs sur les 30 ans sont totalement dépassés, et en France, et en Chine, et aux États-Unis, et dans les autres pays où il y a des centrales. Donc, on peut parler clairement, ça a été rappelé, de 2 énergies décarbonées. Et ensuite, chaque type d'énergie a ses qualités, ses avantages et ses défauts. Et laissons chacun faire ses choix. Parce que la réalité du système européen étant interconnecté, dans de nombreux cas de figure, le nucléaire a été exporté vers l'Allemagne. Et dans d'autres cas de figure, c'est le charbon allemand qui a été exporté vers la France. Et nous, en France, on est totalement hostile au charbon. On en est quasiment sorti. Il nous reste une centrale, je crois, pour des raisons liées à un moment donné à la guerre en Ukraine. Et inversement,
vous voulez en sortir, mais à un moment donné, vous vous étiez retrouvé dans le passé, retrouvé dépendant du nucléaire français. Donc je crois qu'il faut désidéologiser ça, que le meilleur gagne, chacun a ses avantages et ses inconvénients, et dans tous les cas, l'essentiel, c'est d'investir dans la sobriété, dans les renouvelables, et pour ceux qui le souhaitent, dans le nucléaire. So, ich glaube, es wird jetzt sehr spannend. Michael Bloss ist direkt angesprochen. Michael, bitte, deine Erwiderung. Ja, genau. Also das freut mich, weil es ist ja, glaube Ok, Michael, qu'est-ce que tu y réponds? ich, also Oui, zunächst c'est vraiment le noyau du débat. dass wir auf die französische Kernkraft angewiesen Premièrement, sind. il faut dire une chose, nous ne dépendons pas de l'énergie nucléaire de la France. Nous avons importé beaucoup du Danemark, de la Suède, des énergies renouvelables en Allemagne et les centrales nucléaires en France ne pouvaient pas travailler parce que la flotte ne fonctionnait pas, parce que les centrales dépendaient des fleuves où il n'y avait pas d'eau ou de l'eau trop chaude et ce n'est pas compatible avec la crise énergétique. Et c'est pourquoi nous avons exporté beaucoup de courant vers la France. Malheureusement, c'était notre courant issu du charbon, mais nous avons aidé la France. Donc, ce n'est pas le cas que l'Allemagne a eu besoin du courant nucléaire de la France, mais c'était plutôt que la France a eu besoin du courant allemand. Deuxièmement, l'idéologie. Darum geht es ja heute Abend. Ist es jetzt hier Ideologie oder nicht? Ce soir, nous parlons de l'idéologie, n'est-ce pas? Mais moi, ce qui compte pour moi sont des arguments. Et Pascal, tu n'as pas parlé du lieu de stockage définitif. Et ce question, il n'y a pas de réponse. Nous n'avons pas de lieu de stockage définitif. Il y en a un en Finlande, mais c'est le seul en Europe. Sinon, nous n'en avons pas. Et nous parlons d'1 million d'ans. C'est plus de 3 fois plus longtemps qu'il y a l'humanité sur la planète. Donc, est-ce que nous pouvons oser construire quelque chose comme ça? Mais il n'y a pas de solution. Et ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Nous n'avons pas ce lieu de stockage. Et tant que nous ne les avons pas, il s'agit d'une technologie qu'on utilise sans être durable. Et deuxièmement, le danger qui vient de l'énergie nucléaire. Je pense que c'est très intéressant que pendant la guerre en Ukraine, où il y a des centrales nucléaires qui sont toujours en danger, qui sont bombardées, et c'est intéressant que nous ne pensions pas au fait que les centrales nucléaires représentent un danger énorme. Il peut y avoir des accidents comme à Fukushima, par exemple, même dans des pays industrialisés bien développés. Et s'il y a un accident nucléaire en France, ça aura des conséquences pour l'Union européenne, pour la France, pour l'Allemagne, pour toute l'Europe. Et à cette question, il n'y a pas de réponse, donc je pense qu'il ne s'agit pas d'idéologie. Et troisièmement, la question de l'économie du marché. D'un côté, il n'y a pas d'assurance pour les centrales nucléaires parce que les centrales nucléaires sont toujours une affaire d'État et non pas une affaire publique qui ne peuvent pas être assurées. Et ce qui se passe actuellement, c'est que la France essaye d'exclure les centrales nucléaires du principe de l'ordre du mérite. Et donc, que les centrales nucléaires ne sont pas en concurrence avec les énergies renouvelables, mais que les centrales nucléaires ont toujours un certain prix. Et même si les énergies renouvelables ont un prix inférieur, le principe ne s'applique pas. Et sur le marché de l'électricité, il faut toujours faire un choix. Il y a soit les énergies renouvelables et le fait que les citoyens stockent de l'énergie et l'énergie solaire, les éoliens. Et si, par exemple, il n'y a pas de solaire ou si, par exemple, il y a beaucoup de solaire, on peut le stocker ou on peut donner de l'électricité dans le réseau ou il y a une autre
options, mais les deux ne fonctionnent pas. Et nous le voyons dans le conflit entre la France et l'Allemagne. Spanien nach Deutschland, Comment nach pouvons-nous avoir le courant issu du solaire, de l'éolien, vers nous, en Allemagne, en France? Ce n'est pas possible parce que la France empêche de construire ces moyens de transport parce que la France veut vendre son courant des énergies nucléaires en France. Et là, il faut prendre des décisions. europäischer Ebene und wir Grünen auf Donc, europäischer Ebene moi, à l'échelle européenne, atomfrei je pense que nous devrons nous die makroökonomischen libérer Probleme de stehen l'énergie aber die nucléaire. Sachen, Les die aspects ähnlich du wie sind die Risiken marché sont là, mais il y a encore les risques, il y a le lieu de stockage définitif et s'il n'y a pas de réponse à ces questions, nous ne devrons pas utiliser cette énergie nucléaire. Merci, Michael. Je vais tout de suite donner la parole à Pascal, mais Pauline, est-ce que tu voudrais tu voudrais dire quelque chose? Pauline? Oui, s'il te plaît. Et après, Pascal. Oui, je veux bien, merci. Déjà, il y a dans tous les scénarios énergétiques, de mix énergétique, il y a la sobriété, l'efficacité énergétique et le développement massif des renouvelables. Et il n'y a pas de nucléaire dans tous les scénarios. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est un choix de société. Et les choix qu'on fait aujourd'hui, ils vont façonner la société qu'on va faire émerger demain. Et donc, je cite le rapport du GIEC de 2018. Sur 23 options de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire est celui qui obtient le plus mauvais score en termes d'évaluation de son impact sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Autrement dit, le nucléaire, c'est la moins soutenable des solutions climatiques. Donc, en fait, on ne peut pas juste raisonner en termes de technologie. On doit aussi raisonner en termes de quelle transition on veut avoir. Est-ce qu'elle est juste ou pas? Quelle est la dimension sociale, de justice sociale qu'on veut lui donner? Et quel impact et tous les inconvénients du nucléaire ne peuvent pas être passés sous le tapis en se disant « Ah, bah, c'est moins pire que… c'est la moins pire des solutions. » En fait, là, on doit choisir les meilleures solutions. Et vous n'avez pas répondu, Monsieur Canfin, à comment est-ce qu'on fait pour démanteler les centrales nucléaires, parce que d'ici quelques années, et on parle de prolongement des centrales nucléaires qui, je le rappelle, ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique et de facile, et ce n'est pas appuyé sur un bouton, ce sont des frais énormes, c'est de l'argent, c'est de l'investissement encore énorme dans des vieilles centrales qui ont de plus en plus de problèmes. Donc, ce n'est pas du tout évident que l'ASN va donner l'autorisation de prolongement des réacteurs nucléaires. Et c'est donc que d'ici 10 à 20 ans, on aura en France plus de 60 réacteurs nucléaires à démanteler. Et ces coûts-là, ils sont largement sous-évalués. C'est des chantiers qui sont pharaoniques. Aujourd'hui, si on construit 6 nouveaux EPR en France et qu'on continue dans le paradigme du retraitement des déchets, il faut construire une deuxième usine de la Hague. Enfin, c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, une usine à gaz. Et en parlant de gaz, juste pour montrer quel impact ont nos choix, c'est que l'acte délégué de la taxonomie européenne que vous avez soutenu et pour lequel vous avez voté, Monsieur Canfin, c'est quoi? C'est la France qui s'allie avec des pays pro-gaz pour construire un acte délégué qui inclut le gaz fossile et le nucléaire dans les énergies, alors l'énergie verte, vous n'avez pas eu, mais dans les énergies de transition. Donc, ça veut dire qu'on fait un pacte, une alliance avec du gaz fossile pour faire passer le nucléaire. Donc, il y a aussi quelque chose de qu'est-ce qu'on fait pour à tout prix continuer dans le paradigme du nucléaire alors que le gaz fossile, on sait très bien qu'il faut l'arrêter également. Et donc, pourquoi s'entêter dans un modèle alors qu'on en a jusqu'au cou du nucléaire en France? CIGEO, le projet d'enfouissement de Bure, il est dangereux, ce n'est pas du tout une solution et il ne doit jamais voir le jour. Donc, on n'a aujourd'hui pas de solution pour stocker nos déchets nucléaires. Les usines de la Hague qui stockent les combustibles usés de nos centrales nucléaires débordent. On envoie nos déchets nucléaires en Russie sous forme d'uranium de retraitement parce que ça permet d'avoir un peu moins de stock.
Et donc, nous, en tout cas, Greenpeace dénonce ces pratiques qui continuent, qui ont continué ces dernières années. Et là, ça a été stoppé parce qu'on a révélé que pendant la guerre en Ukraine, on envoyait encore de l'uranium de retraitement en Russie. Et aujourd'hui, là, pas plus tard que il y a quelques semaines, des cargos russes arrivaient toujours avec de l'uranium russe pour fabriquer les combustibles de nos centrales nucléaires. Donc, on est dans un système où à la fois, la France, elle bloque la transition, elle nous cantonne dans le gaz fossile pour faire passer son nucléaire. Et en plus, là, on fait le jeu de Rosatom qui, je le rappelle, occupe la centrale de Zaporizhia depuis un an maintenant. Danke, Pauline. Wir müssen Pascal die Chance geben. Merci Pauline. Il faut aussi donner à Pascal l'opportunité de dire quelque chose par rapport à cela. Ça serait important pour moi. Pascal, ce sont beaucoup d'informations, beaucoup de points et je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais nous parlons maintenant uniquement de l'énergie nucléaire. Mais je voudrais aussi te poser une question par rapport aux énergies renouvelables. Peut-être que tu pourrais dire quelques mots par rapport à la question du lieu de stockage définitif. Et après, je voudrais encore te poser une question par rapport aux énergies renouvelables. Oui, mais je suis très surpris parce que on a l'impression là, à vous entendre, que la priorité numéro 1 est de sortir du nucléaire. Et que, bien évidemment, je veux dire, j'ai été chez les Verts. Je ne suis pas devenu pro-nucléaire. Je suis simplement, je priorise les combats. La priorité, c'est le climat. À partir du moment où la priorité, c'est le climat, la priorité, c'est de sortir des énergies fossiles. Et sur la taxonomie, je suis désolé, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Quel a été le pays au cœur de l'Europe qui a défendu l'insertion du gaz dans la taxonomie? Je crois que Michael peut le dire très honnêtement, c'est l'Allemagne. Bon, donc arrêtez. Je veux dire, la France a beaucoup de défauts. Vous ne pouvez pas non plus l'accuser de défendre le gaz alors que c'est l'Allemagne qui le défendait. Et je pourrais vous faire tous les contre-arguments sur les renouvelables. Je pourrais vous dire qu'on est dépendant des Chinois parce que 100% de la capacité de raffinage est chinoise pour les panneaux solaires. Je pourrais vous dire qu'on devient dépendant de pays miniers où les conditions de travail sont horribles parce que tout ça, c'est du lithium dans les énergies renouvelables. Je pourrais vous dire quel est le ministre qui a fait la tournée des pays pour aller chercher du gaz et signer des contrats qui sont probablement incompatibles avec le Green Deal, c'est Robert Habeck. Je pourrais vous dire tout ça, mais ça n'a aucune importance parce que c'est stupide, c'est de la perte de temps. Ce qui compte, c'est d'aller vers la décarbonation. Et donc, on peut se renvoyer la balle. Je peux vous dire que l'Allemagne est un pays qui a fait les pires contrats gaziers dans les dernières années, qui a fait monter les prix en disant « whatever it takes », etc., etc. Tout ça est vrai. Mais l'opposition est stérile. Et moi, mon rôle, c'est comme ça que je le conçois, c'est pas d'être le lobbyiste d'une source d'énergie qui a ses qualités et ses défauts. Elle est pilotable, les renouvelables ne sont pas pilotables, mais par contre, vous avez absolument raison sur toutes les critiques que vous faites au nucléaire. Mais il y a aussi des critiques à faire aux renouvelables. Et il y a aussi des critiques à faire au modèle allemand qui est très largement dépendant des énergies fossiles, justement bien plus qu'en France. Donc, balayons, aucun modèle n'est parfait et arrêtons de faire de l'idéologie et additionnons les forces de chacun des modèles dont aucun n'est parfait, pour aller vers le seul objectif qui compte, c'est 1, la neutralité climat et 2, l'indépendance géostratégique. Parce que s'il y a une chose qui est fondamentale, c'est évidemment de ne pas être trop dépendant des autres. Aucune source ne nous permet la souveraineté absolue, ni le solaire, ni le nucléaire, ni le gaz, évidemment. Chacun a ses défauts. Arrêtons de faire des fausses polémiques et avançons ensemble. Danke, Pascal. Aber ich will genau in diesen Blick nach vorne jetzt kurz noch reingehen, weil es ist so, Frankreich ist das einzige Mitgliedsland, das seine selbst gesteckten Ziele La für die France erneuerbaren est le seul pays
qui a ses propres objectifs en matière de développement des renouvelables et qui n'a pas répondu à ces objectifs. Et là, la question s'impose, mais il doit y manquer quelque chose, puisque quand tu dis que c'est un mix, eh bien, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'un mix. Ça a plutôt l'air de beaucoup de nucléaire et un développement beaucoup trop lent des renouvelables. Qu'est-ce que Alors, tu en c'est dis? 100% d'accord avec vous. 100% d'accord avec vous. Par le passé, le lobby nucléaire en France a empêché le développement des énergies renouvelables. C'est extrêmement clair. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en retard. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que nous sommes en train de passer à autre chose. Et que c'est pour ça que je pense humblement que votre bataille et votre façon de cadrer le débat entre les renouvelables d'un côté et le nucléaire de l'autre, et c'est soit l'un, soit l'autre, appartient au passé. Et la France vient de faire passer 3 lois. Enfin, un très grand plan de sobriété qui nous a fait baisser, comme chez vous, je pense, de 10% en quelques mois la consommation d'énergie. C'était très, très intéressant. Deuxième, la loi d'accélération des renouvelables. Et troisième, la loi sur le nucléaire, parce que, encore une fois, vous avez raison, les centrales existantes, même si elles sont prolongées, et je ne sais pas si elles le seront par l'ASN, Greenpeace a tout à fait raison, de toute façon, elles font finir par fermer. Donc, si on veut ne serait-ce que diminuer progressivement la part du nucléaire, qui, je le rappelle, était à 80% de l'électricité produite il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à 70. Les projections tombent à 50. Moi, personnellement, je pense que, compte tenu de tout ce que vous avez dit sur les logiques économiques que je partage, je pense que la logique, c'est que ça va même tomber en dessous de 50, plutôt entre 30 et 50. Mais pour faire ça, il faut de toute façon fermer les centrales, les prolonger peut-être, les fermer de toute façon et refaire des nouveaux réacteurs. Mais la part va baisser. Même le gouvernement français l'assume. Donc, il n'y a aucune opposition entre les renouvelables et le nucléaire. Il faut faire les trois, la sobriété, les renouvelables et le nucléaire. Et encore une fois, notre objectif commun devrait être d'accélérer la sortie des fossiles. Et la France, par le passé, a bloqué le développement des renouvelables. C'est vrai. Je pense sincèrement que ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, le fait que nous passions de 20%, on a trouvé un accord il y a quelques semaines, de 20% aujourd'hui en moyenne en Europe, 22 je crois, pour les renouvelables, à 42,5% en moins de 10 ans, en 7 ans. Ça veut dire que tout le monde va développer massivement les renouvelables. Et encore une fois, la dernière loi française sur le sujet date d'il y a 2 mois pour changer les permis, comme en Allemagne, pour accélérer, comme en Allemagne, pour simplifier les procédures, comme en Allemagne, etc. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, d'opposer les deux, parce que je pense vraiment que c'est un débat qui fait que on ne parle pas des vraies choses. Les vraies choses, c'est comment on est en capacité d'accélérer vers la neutralité climat et d'accélérer la fin des fossiles. Et encore une fois, le débat que vous avez sur le nucléaire est parfaitement légitime, mais personne ne vous force à en faire. Personne ne vous force à en faire. De la même manière que vous avez passé des contrats gaziers qui, à nos yeux français, sont totalement des nouveaux contrats gaziers dont les clauses sont secrètes par ailleurs, passés par un ministre vert, dont les clauses à nos yeux et à celles de l'Agence internationale de l'énergie sont incompatibles avec le Green Deal. Mais on ne va pas vous faire le procès en permanence de ça. On va dire, avançons ensemble, chacun a ses qualités, chacun a ses compromis, chacun a ses défauts, et on avance et on se fait confiance. Voilà. Et je vais être obligé, je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser. Et merci beaucoup pour cet échange. Pascal, vielen Dank und vielleicht finden wir einen Merci Termin. beaucoup, Pascal. Peut-être qu'on retrouvera une date où on pourra parler de l'avenir des renouvelables en France, en Europe et en Allemagne. Ça me ferait beaucoup plaisir. Parfait, à Merci. bientôt. Tschüss. Schönen Abend. So, Bonne soirée. ich möchte jetzt, Pauline, du hast dich gemeldet. Pauline, j'ai vu que tu voudrais prendre la parole. Il ne peut plus y réagir, mais je pense qu'en ce qui concerne le développement des renouvelables, tu as dit déjà pas mal de choses,
Mais Pascal hat diese 3 Gesetze angesprochen. Pascal a parlé de ces 3 lois et lorsqu'on regarde ces 3 lois, on sait qu'il y a beaucoup d'installations offshore, donc des installations éoliennes, quelque chose qu'un grand groupe d'États est en effet capable de construire. Mais quelle est la situation sur le plan terrestre? Quelle est la voie qu'empruntera la France? Est-ce qu'il y a maintenant toutes les barrières qui ont été levées, c'est-à-dire qu'il y aura un avenir pour 100% de renouvelables ou est-ce que ce n'est toujours pas donné? Alors, justement, je voulais réagir sur ces 3 lois. Et la loi, en fait, il n'y a pas du tout les mêmes moyens déployés par la loi d'accélération des énergies renouvelables et la loi d'accélération du nucléaire. La loi d'accélération des énergies renouvelables n'est pas assez ambitieuse par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Et celle de relance du nucléaire, c'est quasiment un plan Marshall pour mobiliser toutes les ressources possibles pour relancer le nucléaire. Parce que, je le rappelle, la filière nucléaire française est en défaillance totale et il y a énormément de recrutement à faire. Les réacteurs nucléaires qu'on veut construire ne sont même pas ne sont même pas dessinés sur le papier. On est vraiment dans une phase qui n'est pas du tout avancée. Donc, les moyens mis sur le nucléaire sont complètement différents de ceux mis sur les renouvelables. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Canfin quand il dit que ce débat est dépassé, parce qu'en fait, les actions du gouvernement montrent que justement, ce débat n'est pas dépassé et qu'on doit encore l'avoir. Et nous, on aimerait bien qu'il soit dépassé aussi et qu'on n'ait plus besoin de l'avoir, mais ce n'est pas du tout le cas. Et l'année dernière, au mois de juin, Le Monde a publié une enquête qui montre que des mouvements anti-éoliens sont liés à des mouvements pro-nucléaires. Donc oui, il y a des liens entre les deux. Et ça, c'est factuel. Donc aujourd'hui, la France, elle n'est pas partie pour mettre les bouchées doubles. En tout cas, pas partie sur une trajectoire qui est suffisante pour développer très rapidement les énergies renouvelables, a encore énormément la politique gouvernementale en termes de sobriété énergétique dans tous les secteurs, elle n'est pas du tout assez ambitieuse. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le nucléaire, c'est un divertissement pour ne pas parler des mesures concrètes. La rénovation thermique des logements, concrètement, c'est une mesure qui est nécessaire. Et le gouvernement, en octobre dernier, a retoqué les 12 milliards qui avaient été votés à l'Assemblée nationale par 49.3. 49.3, c'est la mode, là, on gouverne au 49.3. Donc, des mesures concrètes qui vont faire avancer la société, comme la rénovation énergétique, eh bien, on les balaye en disant non, on ne le fait pas. Donc aujourd'hui, non, la France, elle n'est pas partie sur la bonne trajectoire. Danke. Jetzt begrüße ich erstmal Jürgen Trittin hier. Merci. Alors, je souhaite la bienvenue à Jürgen Trittin. Bonsoir Jürgen, ça me fait plaisir de te voir. La Taz a écrit sur Jürgen, il est passé de celui qui occupait les maisons à celui qui est devenu ministre de l'Environnement. C'est un grand engagement pour le nucléaire également. Celui qui ne connaît pas Jürgen Trittin, il a été un des grands architectes de la première sortie du nucléaire lorsqu'il était ministre de l'Environnement. Et on se réjouit, Jürgen, que tu nous aies rejoints. Tu as raté Pascal, malheureusement, mais je voudrais te donner la possibilité de revenir sur quelque chose qu'il a dit. Lui, il nous a reproché que le débat que nous menons maintenant, que c'est un débat purement idéologique et qu'on doit regarder que le meilleur gagne, que ce soit les nucléaires ou les renouvelables en combinaison, mais que personne ne doit être obligé de voter ou d'opter pour l'un ou pour l'autre. En tant qu'ancien ministre de l'Environnement et activiste, qu'est-ce que tu en dis? L'idéologie, ça je l'ai lu chez Karl Marx, c'est une fausse conscience. Et
je voudrais donc, à ce moment-ci, regarder les chiffres. En 2021, il y a eu un vote sur le monde, dans le monde entier pour savoir quelle est l'énergie de l'avenir. Cette année, 250 gigawatts de nouvelles capacités ont été créées en matière d'énergie renouvelable. Dans la même année, la capacité supplémentaire du nucléaire, malgré une construction massive en Chine, a augmenté de 0,4 gigawatts. Donc, lorsque Pascal Canfin dit que on doit libérer les choses, je suis tout à fait relax, puisque la vérité, c'est que 1 heure de kilowatt de courant coûte 4 à 5 fois plus lorsque cette énergie vient d'une centrale nucléaire par rapport au coût que cela représenterait dans une installation éolienne. Et donc, en France, on cherche régulièrement des moyens pour subventionner le nucléaire. Ils le font par les arrière-potes avec EDF et anciennement Areva, les faillites que ces sociétés ont, euh, dont ils ont fait preuve, eh bien, a fait que finalement, ils ont été également dépendants de Rosatom. Ça a été un désastre puisque les coûts ont triplé et que les durées de construction ont été doublées. Donc, ils ont essayé de compenser par des subventions. Donc, il ne s'agit pas d'un choix libre. S'il s'agissait d'un choix libre et de conditions d'économie de marché, le nucléaire serait plus vite voué à sa mort. C'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi aux États-Unis, on parle souvent de retourner au nucléaire, mais au final, depuis l'accident de Harrisburg, c'était dans les années 70, il n'y a plus eu de nouveaux projets et plus de nouvelles constructions. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis 120 ans, malgré le développement massif en Chine, le développement dans ce secteur, en ce qui concerne en tout cas le nombre des centrales nucléaires, par leur capacité, est en recul. Si la France voulait assurer son nombre actuel de centrales nucléaires, il faudrait que 10 nouvelles centrales soient en construction. Voilà. Et puis, je rajouterai encore un autre argument où il faudrait être assez prudent, c'est-à-dire que nous souhaitons être le premier continent 2040 qui soit neutre en carbone, donc qui ait atteint la neutralité climatique. Et pour cela, des applications qui travaillent encore aujourd'hui avec des technologies à combustion, qui la mise à disposition de chaleur, de mobilité, que ce soit pour les camions ou les voitures ou les processus technologiques devraient être décarbonisés. Nous, en Allemagne, en matière d'économie énergétique, nous avons les plus grands standards écologiques. En 2001, nous ne sommes pas seulement sortis du nucléaire, mais nous sommes entrés dans les renouvelables. Avec la première sortie ou la première mise hors service des centrales nucléaires en 2012, on a déjà commencé avec le développement des renouvelables. Butrop, après quelques années, a pu et dû sortir du réseau et il fallait créer des nouvelles capacités. Et en Allemagne, avec le gouvernement, on a prévu d'ici 2030 de produire 80% de notre électricité à partir de renouvelables. Voilà une phrase très importante. Les 100% de 2030 sont bien plus que les 100% d'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que cela signifie, la décarbonisation du trafic, de la chaleur, donc de la thermie et de l'industrie? Ça veut dire principalement de l'électrification. Électrification, que ce soit par les véhicules électriques, par les pompes à chaleur ou encore certains concepts locaux ou encore la
substitution du gaz par l'hydrogène. Ce n'est pas quelque chose qui tombera du ciel, mais qui est produit à partir de courant. Donc, ça veut dire que si ce programme de développement qui est envisagé au cours des 6 prochaines années signifie qu'il faut investir de façon massive dans les énergies renouvelables pour des raisons de coût, parce que tout le reste, ça serait inabordable, mais aussi pour des raisons de temps. D'ici 6 ans, je ne vais pas pouvoir construire une nouvelle centrale nucléaire en Europe et je ne vais pas pouvoir la construire non plus en 10 ans. Donc, si quelqu'un souhaite être neutre en carbone d'ici 2045, eh bien, il doit faire en sorte qu'il y ait un développement rapide des renouvelables et ça veut dire aussi avoir un accès au marché. L'accès au marché signifie qu'on ne peut pas tout simplement regarder, et c'est d'ailleurs une des expériences que nous avons faites au cours des 3 à 4 derniers mois, où nous avons prolongé l'opération des centrales nucléaires. Pendant ces jours-là, il fallait parfois arrêter les éoliennes pour que les centrales nucléaires puissent continuer à tourner. On a même payé pour cela, c'est-à-dire que celui qui veut qu'on construise des renouvelables, mais qu'elles soient également garanties, eh bien, il faut faire en sorte que la charge de base disparaisse du réseau. Et c'est pour cela que le 15 avril, en Allemagne, a été un début et la prolongation de 2001 en passant par 2010, 2011, où on a dit on va arrêter le nucléaire. Ça a été une bonne journée pour la protection du climat, pour la sécurité d'approvisionnement. Ça a été la journée pour la durabilité, puisqu'avec la sortie définie, on a atteint une chose, on a abouti, on a réussi à savoir que les déchets nucléaires, les déchets les plus importants, doivent être stockés de façon sûre. Et moi, je suis persuadée que Greenpeace, les Verts, tous ceux qui ont travaillé pendant des années pour assurer cette sortie avaient toutes les raisons de fêter le 15 avril. Merci beaucoup. J'ai vu que Madame Herold a demandé la parole. Anke, est-ce que toi, tu voudrais encore reprendre 2-3 points peut-être sur lesquels tu voudrais te prononcer, éventuellement aussi la subvention des prix de l'énergie, de l'électricité. Les uns, par exemple, font des posts avec les prix du marché, les autres envoient des messages sur les prix finaux des consommateurs, etc. Qu'en est-il exactement? Quel est vraiment le courant qui est bon marché? Qu'est-ce qui est bon marché surtout pour le consommateur? Ça, c'est une question qui m'a beaucoup étonnée durant toute l'année dernière. Bien sûr, en France, il n'y aurait pas de grand débat sur les prix élevés parce que EDF est fortement subventionné. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas en Allemagne, en tout cas pas dans la même mesure. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes les discussions sur les différents paquets et les mesures d'aide. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont assumées par l'État en France, ça, il faut en tenir compte, évidemment. Nous avons ici une alliance de courant européenne, c'est-à-dire que les prix de l'électricité étaient très élevés partout en Europe et cette grande défaillance de nombreuses centrales nucléaires en France y a contribué. Et ça, c'est une situation qui me fait peur pour l'avenir. C'est-à-dire que si ces réacteurs ne continuent pas à être disponibles, cela signifie qu'on aura encore à l'avenir également des prix très élevés, des prix d'électricité très élevés, indépendamment du développement du prix du gaz. Et c'est d'ailleurs également un risque pour l'économie européenne, de même que pour les autres pays au sein de l'Europe. On le voit aussi lorsqu'on regarde le gouvernement norvégien qui a eu pas mal de problèmes puisque les prix ont augmenté alors qu'il n'y a même pas de production d'énergie sur base de ressources fossiles ou de combustibles fossiles. Mais je voudrais revenir sur un autre point, quelque chose qui a été abordé également par Jürgen Trittin.
Dans un système avec une grande part d'énergie renouvelable, des centrales avec une charge de base, c'est-à-dire des centrales nucléaires, ne sont pas suffisamment souples, c'est-à-dire et oui, bien sûr, elles ont une certaine souplesse, mais pour les renouvelables, nous savons que nous avons le problème. C'est-à-dire que la nuit, nous n'avons pas d'énergie solaire, donc il faut essayer de combler ces manques. Et ça, c'est une souplesse qui ne peut être assurée par les centrales nucléaires afin justement de combler ces lacunes. Donc, ce n'est pas du tout compatible. Un deuxième point qui a déjà été abordé et que je voudrais aborder ici, c'est que pour une grande part de renouvelables ou même pour 100% de renouvelables, nous avons besoin d'autres réseaux énergétiques. On le voit en Allemagne, on voit que c'est assez difficile de construire les réseaux avec la vitesse qu'il faudrait. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'en France, avec un si grand nombre de centrales nucléaires, que des réseaux ne soient pas construits dont on a besoin pour l'avenir lorsqu'il faudra passer à des renouvelables. Donc, ça ne fonctionnera pas à l'avenir si ces démarches ne sont pas prises à temps. Donc, Michael l'a abordé tout à l'heure, il y a des dépendances et l'énergie nucléaire n'est pas très compatible avec 100% d'énergie renouvelable à l'avenir. Merci beaucoup. Nous avons encore 10 minutes. Nous avons reçu beaucoup de questions. Nous allons encore parler d'un sujet car le mouvement anti-nucléaire en Allemagne et en Europe, car aussi en France, il y a eu ce mouvement. Ce mouvement était toujours un mouvement de paix. Donc, l'utilisation militaire de l'énergie nucléaire a aussi quelque chose à voir avec cela. Si nous menons cette discussion aujourd'hui, et ça a été également mentionné par le public, nous devons aussi parler de l'utilisation militaire. Les 70% que la France a en énergie nucléaire, et Jürgen, tu es aussi un homme de politique étrangère, et comment est-ce que tu vois cette situation? Est-ce que nous ne devrions pas seulement parler du système énergétique, mais également des options militaires? Oui, si on ne parle que de la production de l'électricité, on prend cela en dehors du contexte. La production de l'électricité grâce à la fission des noyaux et l'utilisation militaire, c'était toujours ensemble. Aux États-Unis, on utilisait beaucoup d'énergie nucléaire et on voulait toujours faire référence aux pays qui ont l'énergie nucléaire et on voulait toujours parler de cela. Et les pays ont fait des négociations et Franz Josef Strauss, dans les années 60, il a parlé du droit de l'utilisation de l'uranium dans les accords de non-prolifération. Et l'Iran utilise cela actuellement pour son programme nucléaire. Ou un autre exemple, à l'époque, le gouvernement allemand avec Helmut Schmidt dans les années 70 a dit que ou a exporté la technologie nucléaire au Brésil. Et les États-Unis n'aimaient pas cela parce que les États-Unis ne savaient pas que la dictature militaire avait donc des compétences ou voulait acquérir des compétences grâce à cela. Et aujourd'hui, nous voyons encore la troisième dimension. Il s'agit de la dimension suivante. Un pays qui a des centrales nucléaires ne peut pas être défendu.
On a déjà vu en Ukraine ce qui peut se passer ou quel risque il y a avec les centrales nucléaires. Dans un pays où il y a des centrales nucléaires, il ne faut pas des armes nucléaires pour avoir un désastre, une catastrophe nucléaire. Et c'est pour cela que l'utilisation civile ne peut pas être séparée de l'utilisation militaire, vice-versa. La raison pour laquelle la France et la majorité en France sont pour l'énergie nucléaire n'est pas que l'énergie nucléaire crée une sécurité des approvisionnements. C'est ce que nous voyons en France, que ça ne fonctionne pas. Mais le fait que la France fait partie et a une certaine option en ce qui concerne l'utilisation militaire. Et en Allemagne, on oublie souvent que la situation en France est différente qu'en Allemagne. C'est ce que je donne directement à Pauline. Pauline, cette question de l'utilisation militaire, ou encore plus loin, le mouvement antinucléaire, après la catastrophe de Fukushima, le mouvement était très fort. Donc 60, 70, 80% des personnes en Allemagne étaient pour la sortie. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu cette discussion en France aussi, mais après un certain temps, la discussion s'est arrêtée. En tant qu'activiste pour l'environnement, pour le climat, comment est-ce que tu vois la situation dans la société? Quelle est l'ambiance et l'utilisation militaire? Quel rôle joue-t-elle pour la population en France? Alors, en France, mais ça, c'est depuis le début enfin, depuis même les années 80. En fait, il y a eu un fort mouvement antinucléaire en France pendant la construction des centrales nucléaires, pour éviter la construction de centrales nucléaires. Donc, il y a la centrale de Plogoff, par exemple, qui n'a jamais vu le jour. Mais de l'autre côté, en tout cas, si on regarde l'Angleterre, où il y avait justement dans les années 80 la course aux armements et des missiles nucléaires et des États-Unis qui devaient être stockés sur des bases militaires en Angleterre, où en fait, il y avait eu tout un plan qui s'appelait Protect and Survive, où les habitants avaient fait des entraînements en cas de guerre nucléaire. Et donc, les habitants ont été beaucoup plus sensibilisés à l'impact du nucléaire militaire sur potentiellement leur vie en cas de guerre nucléaire. Et il y a eu un large mouvement, et notamment avec beaucoup de femmes aussi qui se sont mobilisées pour rejeter le stockage de missiles nucléaires sur les bases militaires comme à Greenham Common, etc. Et elle disait, les Français et les Françaises ne sont pas là. Et il y avait une différence de perception en fait du risque de guerre nucléaire. Et donc, historiquement, peut-être une mobilisation moins large sur ce terrain-là. Mais on retrouve quand même les slogans énergie nucléaire, État militaire dans toutes les manifestations antinucléaires. Donc, en tout cas, aujourd'hui, en France, il y a clairement dans les milieux militants un fossé sur la culture de pourquoi l'énergie nucléaire, elle est liée au militaire, donc c'est une menace pour la paix, et pourquoi elle ne rentre pas dans la société pour laquelle nous luttons, la société qu'on veut voir émerger, qui est une société équitable, soutenable et en paix. Et donc, on a ce fossé-là. Et aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de désinformation sur le sujet. Et Greenpeace, qui a fait un travail de lanceur d'alerte, parce que le fait que cette énergie nucléaire provienne du militaire, ça fait que c'est une énergie qui est complètement opaque. On ne sait pas ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on va à Dunkerque documenter ce que les cargos russes déchargent comme uranium. Et c'est le seul moyen d'avoir des informations sur ce qui se passe, parce que tout est complètement opaque. Pauline, vielen Dank. Dann würde ich Merci gerne, beaucoup, Pauline. wir haben jetzt noch 3 Minuten und dann wollen wir zum Nous Schluss avons kommen. encore Ich würde 3 gerne minutes avant de auf terminer. die Frage eingehen. Maintenant, je regarde les Und zwar questions. die Frage,
Ja, also eigentlich muss ich sagen, wir haben wirklich, glaube ich, die Fragen sehr gut Alors, il abgearbeitet. faut dire que nous avons bien répondu aux questions. Il y a une question en français et il s'agit de la question par rapport au stockage définitif. Et je voudrais donner cette question à Pauline parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé par rapport à ce sujet. Peut-être que tu pourrais dire un mot là-dessus. Le mouvement s'est concentré sur Gorleben, sur la question du lieu de stockage définitif. Quelle est la situation en France? Est-ce qu'il y a déjà une recherche de lieux? Est-ce qu'il y a déjà des lieux ou est-ce qu'il y a une résistance là ou est-ce que ce sujet du stockage définitif n'est pas abordé? Une énorme résistance en France sur tous les... Ah, pardon. J'avais pas enlevé. Et il y a une énorme il y a eu une énorme résistance dans toute la France des habitants, habitantes des régions dans lesquelles le gouvernement voulait lancer des prospections pour enfouir des déchets ou stocker des déchets nucléaires. Et il y a aujourd'hui une résistance très active à Bure, donc qui est dans l'est de la France, où il y a un laboratoire d'expérimentation de l'ANDRA, de l'Agence nationale de retraitement des déchets radioactifs, qui est en train, enfin, a proposé un projet d'enfouissement des déchets à 500 mètres sous terre. Et ce projet a été expertisé par toutes sortes de personnes, des avocats, des juristes, des scientifiques, etc., pour montrer la dangerosité de vouloir mettre sous le tapis tous ces déchets, avec des risques d'explosion d'hydrogène, des risques d'incendie, des risques de contamination de l'eau, et avec, on en revient toujours au même, le fait que l'impact du dérèglement climatique n'ait pas été quelque chose qui a été clairement pris en compte dans ce projet-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en lutte contre ce projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires. Il y a d'autres moyens de stocker de stocker les déchets nucléaires, et notamment des moyens qui sont réversibles, parce que cette question, qui est loin d'être une question que technologique, c'est une question éthique et philosophique de ce qu'on va laisser aux générations futures qui devront de toute façon se charger de nos déchets nucléaires qui sont déjà produits, et avec du stockage en subsurface, par exemple, etc. Mais cette question-là n'est pas du tout réglée. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le dossier de maîtrise d'ouvrage d'EDF pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, il y a encore le retraitement du combustible usé qui est envisagé, et donc avec une nécessité de trouver un stockage pour ces déchets ultimes qui sont fortement radioactifs et dont aujourd'hui on ne sait que faire. Ich glaube, das war noch mal sehr, sehr wichtig, einfach Oui, auch je das pense que c'était très important aussi pour la compréhension franco-allemande. Nous avons la même discussion. D'un point de vue politique, nous avons trouvé un consensus avec la recherche du lieu de stockage, mais il y a une parallèle franco-allemande qui montre ce point essentiel dans la discussion. Je pense que c'était une discussion très intéressante. Nous arrivons bientôt à la fin, mais peut-être que Michael veut encore dire quelques mots pour la fin ou à la fin, mais c'était très intéressant et je crois que nous avons encore beaucoup de choses à discuter. Peut-être qu'on aura l'occasion une prochaine fois. Michael. Oui, tout à fait. C'était très intéressant. Jürgen, il était également le président de la commission pour les lieux de stockage définitif. Donc, on pourra peut-être lui parler par rapport à cela. Maintenant, je voudrais vous remercier. Je pense que c'était un webinaire excellent. Nous avons pu parler des perspectives différentes. Jürgen, merci beaucoup à toi que tu étais parmi nous malgré le débat ou la vote au Parlement allemand. Le 15 avril, il était une journée historique. Le mouvement antinucléaire a gagné au-delà des générations
Et cette discussion a été inspirée par la durabilité. Il s'agit d'un projet de génération et terminer ce projet, ça c'est vraiment génial. La population contre la politique, contre les grandes entreprises, je pense que c'est vraiment exceptionnel. Cela m'inspire beaucoup. Et en même temps, il est de notre tâche, de notre génération, de sortir du charbon, du pétrole, du gaz, des énergies fossiles. Seit der industriellen Revolution und seitdem das Et il sozusagen y a unser cette puissance depuis l'industrie structurelle qui est énorme, mais malgré cela, il faut changer quelque chose. Il ne faut pas seulement sortir, mais il faut investir davantage dans les énergies renouvelables. Et avec la loi sur les énergies renouvelables en Allemagne, c'était déjà un grand pas à l'avance, nous l'avons déjà vu, mais il y a aussi des désavantages, il y a aussi des liens entre un système avec des énergies renouvelables et avec le système des citoyens, donc stocker l'énergie, etc. Et un système qui est visé vers les énergies nucléaires. Et je pense que c'est un grand débat, un débat important que nous devons mener en Europe et il faut le faire en Europe car c'est ici où les conditions cadres sont décidées, c'est ici où les décisions sont prises et ça c'est quelque chose pour qu'il faut lutter. J'ai beaucoup d'espoir et je pense que nous pouvons y parvenir. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je remercie Jürgen, je remercie tout le monde, un remerciement aux interprètes. Je voudrais encore faire ou dire une chose. Je vous ai envoyé un lien pour un article qui se penche sur d'autres perspectives. La, L'option allemande a été critiquée, la sortie de l'énergie nucléaire a été critiquée. Et qu'est-ce que la critique envers l'énergie nucléaire signifie pour le développement des énergies renouvelables? Car le noyau de la recherche pour les énergies renouvelables, c'était l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'était le seul pays qui était si contre pour l'énergie nucléaire. Et qu'est-ce qui est vrai, c'est ce qui est faux. Qu'est-ce qui est faux? Là, il faut aussi regarder l'histoire, comment l'histoire a créé un chemin pour réfléchir aux alternatives. Car au final, les énergies renouvelables sont une alternative aux énergies nucléaires contre lesquelles on avait lutté. Et j'ai posté ce lien sur le chat et je pense que c'est aussi important pour le mouvement car il faut dire, sans le mouvement anti-nucléaire en Allemagne, nous ne serions pas là où nous sommes en ce qui concerne les énergies renouvelables. J'en suis sûre. Et l'auteur de cet article est également sûr. Voilà, c'était mon mot pour finir. Merci d'avoir participé à ce webinaire et à la prochaine fois. Au revoir.